comme d'hab. Et on commence. Bon, eh bien, alors, pour ne pas être original, je commence par merci d'être venus encore si nombreux, parce que vous êtes vraiment nombreux. Je crois que là, vous n'avez jamais été aussi nombreux, donc c'est vraiment un immense plaisir et un immense honneur, donc merci. Et puis j'espère ne pas vous décevoir avec le sujet de ce soir, Marie Curie, à jamais la première. Alors, il y a d'autant plus d'enjeux ce soir qu'on est le jour de la Journée internationale des droits des femmes, et donc effectivement, c'était une occasion rêvée pour traiter le cas de Marie Curie et raconter un petit peu son histoire, parce que vous allez voir que Marie Curie, au-delà du palmarès assez mirobolant et étonnant et qui a marqué complètement le monde des sciences, il y a aussi derrière toute une histoire qui, quand on la raconte, nous montre à quel point est-ce que Marie Curie a dû se battre non seulement pour l'objet de ses découvertes scientifiques, mais aussi pour la reconnaissance de ses découvertes scientifiques par ses pairs et par le monde scientifique en général. Bon, alors j'ai envie de commencer en rapport justement avec la Journée internationale des droits des femmes par une petite question, un petit sondage. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire une phrase et toutes celles et ceux qui auront entendu cette phrase aujourd'hui ou alors une variante, aujourd'hui ou hier, ou voilà, vous allez lever la main. Alors la phrase c'est la suivante, c'est « Bon, finalement, la journée des droits des femmes, c'est pas essentiel, parce que ça devrait être tous les jours, la journée des droits des femmes. La journée de la femme, ça devrait être tous les jours. » Alors, allez-y. Ouais, on est d'accord. Donc on est d'accord que ça n'a rien d'original, et donc on est d'accord que j'ai bien fait de ne pas prendre ça pour ma conclusion de tout à l'heure. Très bien, jusque-là, on est rassuré. Bon, donc ce que je vous propose, c'est que je continue pas à faire une intro, comme ma pente naturelle me pousse à faire des intros d'un quart d'heure, et que j'ai quand même pas mal de choses à raconter ce soir sur Marie Curie. On va en venir dès maintenant à notre protagoniste du soir, à savoir, donc vous l'avez compris, Marie Curie. Alors, je vais commencer par le moins intéressant finalement, c'est-à-dire les breloques, les titres, les cases, ça on adore, hein. Pour pouvoir catégoriser une personne, on commence par énoncer sa fonction et ses titres. Bon, allons-y pour les titres de Marie Curie qui déjà vont placer le personnage sur l'échelle de l'excellence académique et scientifique. Donc les titres de Marie Curie, c'est la première femme à avoir eu un prix Nobel en 1903, c'est la seule femme à ce jour à en avoir eu 2, et c'est la seule personne, hommes et femmes confondus, à en avoir 2 dans 2 disciplines différentes. On va le voir ensuite, dans la suite de l'histoire, un prix Nobel en physique et un prix Nobel en chimie. Et donc, l'histoire de Marie Curie va nous amener justement à raconter, à comprendre comment est-ce que Marie Curie en est arrivée là, à avoir ses prix Nobel, par quelles étapes est-ce qu'elle est passée, et vous allez voir que l'histoire de Marie Curie, c'est l'histoire d'une femme qui a réussi une formidable ascension dans le monde des sciences, à une époque où les conditions environnementales ne lui étaient pas franchement favorables. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, chapitre 1, et on va commencer donc la biographie de Marie Curie ici, sa jeunesse. Alors Marie Curie, elle est née le 7 novembre 1867, ce qui me permet de vous dire au passage, pour ceux qui étaient là la dernière fois, et on avait fait un petit peu le tour avec l'histoire de Bertrand Russell, qui lui était né en 1872, et donc ça va se passer à peu près à la même période, juste pour les repères historiques, ce qui expliquera aussi des accoutrements, des styles vestimentaires et capillaires aussi, relativement similaires à ce qu'on avait sur les images de la dernière fois. Bon, et donc Marie Curie va naître avec son nom de jeune fille qui est Maria Sklodowska, dans la ville de Varsovie. Et voilà une petite image de Varsovie, à quoi est-ce que ça pouvait ressembler à l'époque, même si bon, c'est une reconstitution, mais voilà à quoi ça pouvait ressembler. Et Marie Curie, elle naît dans une fratrie de 5 enfants, et avec une mère qui est directrice de pension pour jeunes filles, et un père qui est directeur adjoint de collège. Et donc dans sa famille, c'est l'école et la connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et même si sa mère et une de ses sœurs vont décéder assez vite, ce qui va en partie fragiliser l'équilibre financier de la famille, son père va tout faire pour qu'elle ait quand même accès à une éducation qui soit excellente, qui soit complète. Et donc Marie Curie partait dans des bonnes dispositions académiques. Et ça tombe bien parce que Marie Curie, je ne sais pas si vous voyez un peu ça comme moi, mais il y a une mode en ce moment qui est la mode du génie qui finalement était nul à l'école.
et qui se révèle plus tard. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui vendent des choses diverses et variées et qui disent « Oh non, mais moi à l'école j'étais nul, en fait j'étais trop intelligent donc j'arrivais pas à réussir et c'est que finalement qu'après que voilà, j'ai pu mettre en place la stratégie pour la vente, pour faire de l'argent qui est le véritable critère d'excellence. » Bon voilà, ça c'est des discours qu'on entend pas mal et d'ailleurs ça s'adosse peut-être sur une légende qui est que Einstein lui-même était mauvais à l'école. Je vous annonce tout de suite, c'est une légende. Einstein n'était pas du tout mauvais à l'école, il était même excellent. C'est juste que comme il avait beaucoup de gouailles, de répartie et un peu d'insolence, eh ben, ça menait à avoir des commentaires qui n'étaient pas forcément en adéquation avec les notes qu'il avait. Bref, ça c'est juste pour évacuer une pensée un peu commune autour d'Einstein qui est donc fausse. Et donc Marie Curie, vous allez voir qu'on n'est pas là-dedans. Marie Curie, on n'est pas dans celle qui s'est révélée plus tard. Non, non, non. Dès le début, Marie Curie, elle a excellé dans tout ce qu'elle va faire. Et donc, dans ses études secondaires en particulier, elle va tellement exceller qu'elle finit par décrocher la note maximale. Alors oui, ça vous permet aussi d'observer que mes compétences en montage photo continuent de s'améliorer, de séance en séance. Hein, voilà, on s'approche d'Hollywood, là. Et donc, ben voilà, note maximale pour Marie Curie à l'issue de ses études secondaires. Et donc là se pose la question pour Marie Curie, qui est passionnée par le fait d'apprendre, d'accumuler de plus en plus de connaissances pour comprendre ce monde qui l'entoure, elle va vouloir faire des études supérieures. Sauf que, problème, les études supérieures sont interdites aux femmes dans son pays, la Pologne, qui est à l'époque sous influence russe, sous l'Empire russe. Et donc pour ça, eh ben, donc elle va travailler dans des ménages là-bas en Pologne, et puis jusqu'à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir aller à Paris. Et donc, en 1891, elle va aller rejoindre sa sœur Bronia à Paris, qui elle faisait des études de médecine pour avoir accès à des études supérieures. Et elle va commencer par s'inscrire à la faculté des sciences de Paris en physique. Et donc là, voilà, petite image de la faculté des sciences de Paris. Et dans sa promo, elles ne sont que 27 femmes sur 776. Voilà, ce qui commence à nous poser un petit élément de contexte sur lequel je reviendrai plus tard. Et donc, je ne sais pas si vous êtes très surpris si je vous dis que Marie décroche sa licence de physique avec brio. Est-ce que, par hasard, vous auriez une idée de son classement ? Difficile de vous cacher, effectivement, qu'elle a fini première et qu'elle a tellement excellé qu'un de ses professeurs, Gabriel Lippmann, va derrière la prendre sous son aile et lui proposer d'aller étudier dans un laboratoire les différentes propriétés, les propriétés physico-chimiques de différents aciers. Et donc, elle va recevoir pour ça une bourse de la Société française pour l'aide à la recherche industrielle, parce que en fait, la recherche sur les différents aciers, ça a un co-bénéfice pour l'économie, et donc elle a une petite bourse, et cette bourse-là va derrière lui permettre de s'inscrire dans un deuxième cursus, et elle va donc valider sa licence de physique en 1893, puis s'inscrire en licence cette fois-ci de maths, toujours à la Faculté des sciences de Paris, et elle va la réussir, scoop. Et est-ce que vous avez une idée de son classement ? Et non, elle est deuxième. Et ouais, il y a un gars qui s'appelle Paul Montel qui lui est passé devant. Alors ça l'a beaucoup énervé, ça l'a beaucoup frustré, et vous allez voir qu'elle va se rattraper après, hein, ça ne restera pas irrésolu. Alors Paul Montel, moi, au départ je voulais faire des blagues sur lui, parce que je me suis dit, ah ouais, c'est quand même de bon ton, etc. Mais j'ai quand même regardé la biographie, c'est un cador aussi, quoi. Donc bon, pas de blague sur Paul Montel. Et je le saluerai même tout à l'heure. Et c'est là que Marie Curie, à la fin de sa licence de maths, elle va chercher des meilleures conditions pour travailler et elle va rencontrer, pour continuer à travailler justement sur les aciers, elle va rencontrer son mari, son futur mari, Pierre Curie. Et là, ce qui va se passer, c'est que les deux travaillent sur le magnétisme. Lui, à l'époque, il est professeur à l'école municipale de physique et de chimie de Paris. Et donc, finalement, ce magnétisme qu'ils étudient tous deux va finir par opérer entre eux. Hein, et on dit souvent en amour que les opposés s'attirent. Et a priori, ça peut sembler vrai quand on parle de Pierre et Marie Curie, puisque voilà, deux scientifiques finalement qui viennent de milieux académiques avec un grand goût pour l'expérience, pour la science, pour les connaissances et tout ça. Mais cette phrase est néanmoins plutôt vraie, parce que Pierre et Marie Curie sont en réalité très différents. Dans leur mode de pensée, dans leur mode de recherche, dans leur profil scientifique, c'est deux personnes qui sont très différentes. Pierre, c'est un poète de la science. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est découvrir, explorer, c'est le romantisme de la découverte, finement amené. Alors que Marie, non, Marie, elle lâche rien.
Marie, c'est une bosseuse, elle est tenace. Et donc, ça va nous être utile pour la suite, parce que là où Pierre avait souvent tendance à lâcher un peu l'affaire quand il s'agissait de la reconnaissance de ses pairs, puisque lui, ce qui l'intéressait, c'était la science, c'était pas la reconnaissance de ses pairs. Marie, elle va jamais lâcher. Elle va jamais lâcher parce que elle le mérite, elle mérite d'avoir les reconnaissances en lien avec ses prix, et donc, elle trouve ça injuste, et elle ne lâchera pas tant qu'elle trouvera les choses injustes. C'est une différence fondamentale qui va justement être utile pour la suite. Bon, et donc là, la suite du programme, c'est que Marie va derrière passer l'agrégation de maths pour enseigner donc, en maths, hein, sachant que donc voilà, au départ, c'est par les maths, c'était son premier amour, et c'est finalement ensuite qu'elle est passée sur la physique et la chimie, par voie de conséquence. Et donc, l'agrégation de maths, si vous avez peut-être une idée de son classement à me donner? Ouais, elle a rattrapé le coup cette fois, Marie. Donc, ce qui me permet de dire, et c'est là que j'en reviens à Paul Montel, c'est que Paul Montel, c'est quand même la seule personne qui peut se targuer de dire « j'ai battu Marie Curie à l'école ». Dites-vous qu'il y a une seule personne sur Terre qui pouvait se targuer de ça. C'est Paul Montel, voilà. Donc ça, je trouve ça assez énorme, rien que pour ça. Salut Paul Montel, hein, franchement, il le mérite. Et puis, donc là, on est en 1896, elle a l'agrég en 1896, et derrière, Pierre et Marie Curie vont se marier et vont donner naissance à leur première fille, Irène, à la fin de l'année, en septembre 1897, pardon. Et c'est le moment pour faire une petite pause dans notre histoire et pour nous attaquer à 2 points de contexte qui sont essentiels pour pouvoir comprendre la suite. Alors, premier point de contexte, je vais repartir 2 ans en arrière. C'est un point de contexte scientifique parce que 2 ans en arrière, un Allemand du nom de Wilhelm Röntgen va découvrir les rayons X. Okay, et il découvre les rayons X le 28 décembre 1895. Hein, on ne fait pas tous les mêmes choses entre Noël et le jour de l'an, hein, visiblement. Et donc, ces rayons X, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Qu'est-ce que c'est les rayons X? Parce que bon, ça vous dit peut-être tous quelque chose de non, mais qu'est-ce que c'est au juste? Alors, ce qu'il faut savoir pour ça, c'est ce qu'est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, bon, on est tous entourés par ce qu'on appelle un champ électromagnétique, et dans ce champ, il y a des variations. Et ces variations s'appellent des ondes électromagnétiques. Et on est tous traversés par des ondes électromagnétiques de toutes sortes en permanence, sauf que nous, étant donné qu'on en perçoit une toute petite partie, on n'a pas idée, on ne soupçonne pas la largeur de cette gamme. Alors, quand je parle de gamme, je parle de quoi? Je parle de gamme de longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est quoi? C'est en gros, est-ce que vous avez comme ça une sinusoïde qui est très écrasée avec beaucoup de fréquences, okay, ou est-ce que, enfin justement pas du tout écrasée, et ici, une sinusoïde qui pour le coup là est bien plus aplatie, avec très peu de fréquences et des vagues qui sont très longues. Okay. Et donc, ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, la gamme qu'on est capable de voir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spectre du visible, vous avez vu comment ça représente rien du tout sur l'entièreté de la gamme de longueur d'onde des ondes électromagnétiques. Donc finalement, ce qu'on est capable de percevoir, c'est très 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 faible. Okay, c'est des longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. Et donc, tout ça pour dire, et ça va être un petit peu l'objet par la suite, c'est que la découverte de ces rayons X va complètement bouleverser la perception, puisqu'on se dit « Ah, on a découvert une nouvelle gamme de longueurs d'onde qu'on peut peut-être utiliser pour faire telle ou telle chose. » Et ça tombe bien, parce que Röntgen, comment il découvre les rayons X, c'est qu'il se rend compte que quand il scanne sa main, voilà ce qu'il obtient. Donc ça, c'est quand même une découverte assez révolutionnaire et qui, derrière, permet de faire de la radiographie, etc. Ok, donc maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on va en venir à Henri Becquerel. Parce que Henri Becquerel, en fait, si vous voulez, les rayons X font énormément de bruit. Cette découverte, elle est reprise partout dans le monde scientifique et on en parle vraiment partout. Et donc, il y a un autre Henri qui s'appelle Henri Poincaré, qui est un mathématicien qu'on a déjà vu passer dans les précédentes conférences, peut-être ça dira quelque chose à quelqu'un. Et donc, Henri Poincaré va appeler Henri Becquerel, qui lui est physicien, parce que Poincaré est mathématicien, et il va lui dire hey, « attends, t'as vu là les rayons X? Ça a l'air incroyable ça, tu voudrais pas essayer de travailler là-dessus ?» Parce qu'il savait qu'Henri Becquerel travaillait sur la fluorescence. Alors la fluorescence, qu'est-ce que c'est, hein? Vous savez tous ce que c'est plus ou moins. C'est la capacité d'un matériau à restituer de la lumière. En fait, on le met à la lumière, ensuite on le laisse tranquille et il va restituer la lumière. Et donc on va le mettre dans la nuit idéalement pour bien observer ce phénomène. Voilà. Et donc Henri Becquerel travaille là-dessus. Et Henri Poincaré vient le voir en disant « Mais attends, ton truc de fluorescence, là, il y aurait peut-être un rapport, non, avec ces ondes radio, ces rayons X que vient de découvrir notre ami Röntgen. »
Et donc Henri Becquerel, il va se mettre à étudier et à voir ce qu'il peut faire avec entre ces fluorescences et ces rayons X. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon sel, il a un sel d'uranium, donc c'est ce qu'il y a à l'image là, qui est fluorescent, je vais le mettre à la lumière, ensuite je vais aller dans le noir, je vais poser mon sel d'uranium et je vais mettre une plaque photographique pour voir ce qui se passe, voir ce que rejette le sel d'uranium. Sauf que, problème, le jour où il décide de faire ça, en mars 1897, le ciel est voilé. Donc le ciel est voilé et là il ne peut pas faire ce qu'il voulait. Et donc il se dit tant pis, ce que je vais faire c'est que je vais remettre mon sel d'uranium, ma plaque photographique et tout ce que j'ai dans les mains dans un tiroir et puis ça attendra et je referai l'expérience plus tard. Sauf que quelques jours plus tard, quand il récupère son matériel, il obtient ça. Alors pourquoi est-ce qu'il obtient ça ? Il se rend compte qu'en fait le sel d'uranium, sans avoir été éclairé à la lumière, restitue à une activité propre, émet des trucs. Et c'est ce qui fait que ça a noirci la feuille. Et détail important, c'est que là, ce que vous voyez ici, c'est une croix de Malte, parce que une croix de Malte faisait partie des objets qu'il avait mis dans le tiroir, par inadvertance en fait, tout s'était mélangé dans son tiroir. Et il y a une croix de Malte qui s'était interposée entre la plaque photographique et le sel. Et donc là, il se dit, attends, mais c'est incroyable, ça veut dire que l'uranium a rayonné des choses et ça a même détouré la croix de Malte. Donc là, il est vraiment interloqué. Et donc, il sait que ce ne sont pas des rayons X, parce que ça n'a rien à voir avec les expériences qui avaient été faites par Röntgen. Et donc il se dit, mais ça veut dire qu'il y a un autre type de rayons. Et ces rayons-là, il va les appeler les rayons uraniques, ou rayons Becquerel. Bon, c'était peut-être un peu mégalo de l'appeler rayon Becquerel, mais son nom restera de toute façon à la postérité, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc ça, je pose ça là, dites-vous que il y a eu la découverte des rayons X qui a excité un peu tout le monde, et il y a eu derrière Becquerel tout seul dans son coin qui a fait des expériences, et qui, par hasard, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, le fait de faire une découverte scientifique par hasard sans s'y attendre, mais je ne détaille pas parce qu'il y aura certainement une séance à venir sur la sérendipité. Et donc, on en est là, et lui par contre, les rayons qu'il a baptisés donc uraniques en référence à l'uranium, là pour le coup, ça ne fait pas de bruit, il n'y a que lui qui est à peu près au courant, ça fait quelques scientifiques en parlent, mais rien de plus. Voilà, on en est là. Et alors, ça c'est mon premier élément de contexte scientifique, et maintenant, on va faire un autre élément de contexte qui est plutôt un élément de contexte sociétal. Alors, cet élément de contexte sociétal, c'est la place des femmes dans le monde des sciences et finalement dans le monde à l'époque. Voilà. Alors, je voulais quand même faire un petit point là-dessus et comme j'ai mis là, c'est un terrain glissant parce que c'est un terrain politique, chacun a son opinion là-dessus, etc. En principe, pas de souci, parce que quand on arrive sur un terrain glissant, moi j'ai mes crampons qui sont, il faut bien qu'il y ait des références à la montagne, le Azin de Podium, il doit exister quand même. Et donc je sors mes crampons, et mes crampons c'est quoi ? C'est le consensus scientifique. Quand on a un terrain glissant, qu'on ne veut pas dire de conneries, grosso modo, on va voir ce que disent les scientifiques, est-ce qu'ils s'accordent pour dire quelque chose, et comme ça on est sûr de rester à peu près neutre et tout ça. Alors problème, sur ce sujet-là, le consensus scientifique c'est très compliqué. C'est très compliqué, il y a de tout et son contraire. Donc j'ai essayé de faire abstraction de tout ce que je pensais jusqu'à maintenant, de toutes les idées reçues, les oui-dire, etc. Et donc je vais essayer de vous restituer un petit peu ce que je perçois, après avoir recherché là-dessus, comme les origines de ce contexte-là, qui est un contexte d'inégalité totale et de dissymétrie totale entre hommes et femmes, en tout cas dans le monde des sciences, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. 27 femmes sur 776, Marie Curie qui est obligée d'aller à Paris pour faire ses études supérieures, alors que ça ne serait absolument pas arrivé à un homme. Bref, d'où ça vient ça ? Bon. Alors a priori, il y a plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est une différence de force physique qui peut être à la base à organiser. Alors là, je rappelle aussi le fait que la préhistoire, le début du paléolithique, c'est moins 300 000 ans. Et donc c'est quand même une très 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 grande période à l'échelle de l'histoire de l'être humain. Et donc beaucoup d'héritages des modes de fonctionnement qu'on avait à l'époque ont encore de l'empreinte sur la société actuelle. Et donc là c'est peut-être de se dire, en fait finalement, il y a eu anthropologiquement cette différence de rôle entre hommes et femmes qui s'est différenciée avec les hommes qui partaient plutôt faire les tâches physiques à la chasse, etc. Et puis les femmes qui restaient dans la grotte. Je vais faire une énorme simplification. Et derrière, le problème c'est que la religion est arrivée là-dessus et ça n'a pas facilité les choses parce que la pomme, la côte de l'homme, etc. Malheureusement, c'est pas hyper avantageux pour rééquilibrer les choses.
Et donc on en arrive à des recherches qui sont beaucoup plus, pour le coup, récentes, des recherches notamment en neurosciences, qui travaillent sur les asymétries du cerveau entre hommes et femmes. Voilà. Et alors ça, c'était un sujet où moi je ne connaissais rien du tout, donc j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se disait là-dessus. Et globalement, ce que j'ai compris, c'est que notamment une étude là, de neurosciences qui est assez récente, qui a été faite aux États-Unis, essentiellement sur des adolescents, hein, pour éviter d'avoir trop d'expériences qui pourraient influencer derrière les mesures. Et donc, ce qui en ressort, c'est que globalement, les femmes ont une connexion entre les deux hémisphères qui est plus importante, entre les hémisphères gauche et droite, alors que l'homme aurait une connexion d'avant en arrière plus importante. Et ça, qu'est-ce que ça aurait comme répercussion? C'est qu'en fait, si vous voulez, l'hémisphère, alors que je ne me trompe pas, l'hémisphère droit, c'est plutôt l'intuition, l'hémisphère gauche, c'est plutôt la logique, et donc les femmes auraient cette capacité plus importante à faire dialoguer logique et intuition, alors que l'avant et l'arrière, c'est la perception et l'action. Et donc l'homme aurait plus cette capacité de motricité, de placement dans l'espace, etc. Voilà, donc a priori, voilà, ce qui fait plus ou moins consensus, c'est ça, avec des réserves, parce que, étant donné qu'il n'y a que 10% des connexions dans le cerveau qui sont faites à la naissance, c'est très compliqué de savoir quelle est l'influence de la société là-dedans, l'influence des hormones donc, qui se développent après et qui peut-être influencent les connexions du cerveau. Bref, il faut prendre tout ce que je dis avec beaucoup de pincettes, mais au vu de ce que j'ai dit, on ne comprend pas trop, du coup, pourquoi est-ce que les femmes sont absentes dans le monde des sciences. Parce que j'ai dit que, a priori, les facultés mentales, elles étaient même plutôt favorables au cerveau féminin. Donc là, on ne comprend vraiment pas. Et en fait, évidemment, tout ça est très schématique, mais là où ça devient intéressant, c'est que, quelles que soient les raisons qui aient fait qu'on arrive à un contexte où il y a une dissymétrie de statut entre hommes et femmes dans la société, ce qui est important de noter, c'est qu'il y en a, pour le coup, là, je vais être beaucoup moins nuancé, certains, au masculin, qui veulent à tout prix maintenir cette dissymétrie et ce rapport de force, ce rapport d'influence. Et on va l'observer tout au long de la conférence. J'ai juste un exemple qui est un scientifique de Harvard qui avait dit à l'époque, qui s'appelait Edward Clark, et qui, voyant le fait que les femmes arrivaient de plus en plus à avoir accès à des cursus qui sont plutôt de l'ordre cognitif, intellectuel, disait que le risque était de nuire à leur capacité de reproduction. Voilà, bravo, je pense que là, c'est quand même très fort. Et donc, ça a amené à des choses qui sont assez aberrantes aujourd'hui avec notre œil extérieur. C'est d'avoir notamment l'exemple des chercheuses d'étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple-là. Les chercheuses d'étoiles, en fait, c'était au début, quand il y a eu vraiment les premières découvertes majeures en astronomie, avec notamment les lois de Kepler, etc., il y avait des processus qui étaient très répétitifs, où il fallait aller compter les étoiles, essayer de les trouver et voir si leur position dans le ciel était en accord avec les équations qui avaient été produites. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on donnerait aujourd'hui à faire à un ordinateur, mais à l'époque, pas d'ordinateur, et donc c'était des femmes qui s'occupaient de ça. Et ça a été le rôle pendant longtemps des chercheuses d'étoiles. Et ces chercheuses d'étoiles, elles sont restées après à la postérité, parce que certaines sont devenues extrêmement célèbres. J'en dis pas plus, parce que là aussi, j'ai quelques idées pour la suite, mais Henrietta Leavitt notamment, qui est une chercheuse d'étoiles bien connue, qui derrière a fait un travail tellement titanesque sur la recherche des étoiles, que son nom est resté très longtemps célèbre et qui encore aujourd'hui, elle est reconnue pour avoir fait un travail monumental sur la reconnaissance et la connaissance du ciel. Voilà. Donc, là, c'est deux éléments de contexte, donc contexte physique avec les rayons uraniques, et deuxième élément de contexte qui nous fait dire quoi? Qui nous fait dire que Marie Curie, qui est une femme qui arrive en pleine ascension, donc avec une excellence académique indiscutable, elle va devoir faire face, dans son parcours, à certains qui continuent à vouloir maintenir cette espèce de hiérarchie, cette espèce de chasse gardée des hommes sur la découverte scientifique. Voilà. Allez, on peut continuer avec le deuxième chapitre. On revient à notre histoire, on revient à Marie Curie, le chapitre des découvertes. Alors, vous vous doutez peut-être, au vu de l'élément de contexte que j'ai donné avant, ce sur quoi Marie Curie va faire sa thèse de doctorat. Effectivement, parce que Marie Curie, après, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Marie Curie refuse de se lancer dans l'enseignement parce qu'elle veut faire à tout prix une thèse de doctorat. Et donc, au moment de chercher son sujet de thèse de doctorat, elle tombe sur
Eh ben, l'histoire de Becquerel avec ses rayons uraniques, là, avec son sel et puis sa croix de Malte, elle est hyper intriguée et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà un bon sujet sur lequel faire une thèse de doctorat. Et donc elle va se lancer sur sa thèse sur les rayons uraniques. Bon, on pourrait se dire à ce moment-là que Marie Curie, étant donné qu'elle a amplement prouvé son excellence académique, elle a le droit à des conditions de travail un peu plus favorables que ce qu'elle a eu jusqu'à présent et qu'on va lui donner quand même un laboratoire correct. Et non! Elle aura le droit à un hangar pour mener les expériences sur sa thèse. Et donc, bah, l'avantage, c'est que là, Pierre et Marie Curie, encore une fois, les opposés s'attirent, ils sont hyper complémentaires, même sur le sujet de la recherche. Parce que Pierre Curie est un spécialiste de ce qu'on appelle la piézoélectricité. Je ne rentre pas dans le détail, juste partez du principe que cette piézoélectricité, elle est hyper utile pour Marie pour faire ses études sur les rayonnements uraniques. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre, en gros, de détecter combien est-ce qu'il y a de rayons uraniques quand elle met un échantillon donné en face de la plaque photographique sur laquelle elle voudra l'observer. Voilà, donc elle va mettre une plaque et grâce à la piézoélectricité, on va pouvoir capter s'il y a beaucoup de rayonnement, peu de rayonnement, pas de rayonnement, etc. En gros, la complémentarité est parfaite. Et donc les deux, Pierre et Marie Curie, vont se mettre à faire des expériences dans ce laboratoire et au cours de l'année donc 1897, qui est la première année de la thèse de Marie Curie, eh ben, les découvertes vont s'enchaîner. Alors le 10 février, Marie Curie va commencer par refaire les expériences de Becquerel. C'est ce que vous faites en sciences quand vous voulez étudier un phénomène et qu'il a été étudié précédemment, ce que vous allez faire, c'est que vous remettez dans les mêmes conditions que celles qu'a utilisées votre prédécesseur et vous essayez de refaire la même chose pour voir si vous avez le même résultat. Bon, Marie Curie fait la même chose, elle a le même résultat, donc finalement, a priori, c'est un sujet valable pour être étudié, etc. Becquerel n'avait pas menti, tout ça. Mais elle observe une chose qui est singulière par rapport à l'expérience de Becquerel, c'est que si elle met plus d'uranium, il y a plus de rayons. Donc en gros, ces rayons-là, ils ne sont pas liés aux propriétés du matériau, ils sont liés à la quantité de matériau. Donc c'est une propriété intrinsèque du matériau. En fait, c'est un truc qui est lié à l'uranium en lui-même, qui semble émettre quelque chose, et plus il y en a, plus il en émet. Voilà, c'est les conclusions qu'elle a à ce moment-là. Et puis, le 17 février, donc 7 jours plus tard, elle tombe sur un problème, une question qui l'interpelle, c'est qu'elle étudie deux minerais, qui sont le minerai de pechblende et la chalcolite, et donc en gros, c'est des minerais qui contiennent de l'uranium, et elle se rend compte que ce minerai-là émet 2 fois plus de rayons que l'uranium. Bon, alors bizarre, elle va laisser ça de côté, mais elle se dit, bon, je vais quand même essayer de reconstituer moi-même du minerai de pechblende pour comprendre un peu mieux. Elle essaye de reconstituer elle-même un minerai, ça marche pas. Ça marche pas. Ça rayonne pas plus que l'uranium, ça rayonne juste autant que l'uranium. Donc elle se dit, il y a quand même un problème. Bon, je laisse ça là dans un coin, on verra plus tard. Ensuite, en 1898, le 24 février, donc là au passage, hein, ça me permet de dire que vous avez vu, il y a un an qui s'est écoulé sans découverte, qui nous permet quand même de rappeler le fait que c'est pas juste je me mets dans un hangar, je fais des expériences et puis toc 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 j'enchaîne et un prix Nobel arrive en fait. Il y a aussi des longues périodes où Marie et Pierre Curie, ils sont, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans leur hangar, hein, donc dans le froid, à essayer des choses et finalement ils trouvent rien. Bon, donc un an plus tard, en 1898, Marie et Pierre Curie vont découvrir que un autre élément qui s'appelle le thorium, qui était déjà connu à l'époque, a le même effet, c'est-à-dire émet les mêmes rayonnements que l'uranium. Donc là, ils se disent, ouah mince, ça veut dire qu'en fait, déjà le nom rayon uranique, plus forcément lieu d'être, parce qu'a priori, il y a d'autres éléments qui émettent le même rayonnement, et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que finalement, il y a d'autres éléments qui émettent aussi ce rayonnement-là, pour pouvoir derrière en savoir plus? Et ils sont d'autant plus prompts à essayer d'autres éléments que Marie Curie a été devancée sur cette découverte par un Allemand qui s'appelle Schmidt, qui, quelques jours avant elle, a dit que oui, le thorium émettait les rayons uraniques. Donc là, elle l'a un peu en travers, Marie Curie, et parce que, a priori, quand même, elle était quand même compétitrice, hein, vraiment, elle y tenait hein, à être la première. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, bon, on va essayer de continuer à trouver le maximum d'éléments qui émettent le même rayonnement que l'uranium. Bon, et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dire, mais attendez, j'ai un truc, oula, voilà. J'ai un truc en suspens. Le pechblende, mon minerai, que j'avais pas réussi à creuser suffisamment, je ne savais pas trop pourquoi il émettait plus que l'uranium. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser dans cette direction. Et là, ils vont se lancer dans un processus avec Pierre. Alors là, tenez-vous bien parce que c'est incroyable. Ils vont se dire, on va séparer
tous les composants du pêche blinde et on va essayer de détecter la source de ce rayonnement 2 fois plus important que ce qu'émet l'uranium. Et donc ils vont faire ça. Donc en gros, le processus, c'est hyper simple. C'est simple dans le principe, mais par contre c'est très compliqué dans la mise en œuvre. C'est que à chaque fois, vous coupez en gros en deux votre minerai, vous regardez quelle partie est la plus active, et quand je dis la plus active, c'est qui émet le plus de rayons, hein. Quelle partie est la plus active, et la partie la plus active, vous la recoupez en deux, et vous faites ça jusqu'à séparer les composants un par un, et voir d'où vient cette fameuse activité. Et pour faire ça, eux, ils n'ont pas trop les compétences en chimie pour faire ça, et donc ils vont être aidés par Gustave Bémont, qui est un chimiste à l'époque, et donc tous ensemble, ils vont réussir, alors au prix d'efforts et d'efforts et d'efforts, à déterminer, à partir d'un moment où il leur reste finalement qu'un seul corps, d'où venait la source de ces émissions de rayonnement qui étaient beaucoup plus intenses que l'uranium, et ils trouvent ce qu'ils appelleront le polonium, qui est donc un nouvel élément qu'ils ont découvert tous les deux, et ils l'ont nommé le polonium en référence à la patrie originelle de Marie Curie. Et donc ce polonium-là, à l'époque, ils disent que le polonium rayonne 400 fois plus que l'uranium. Okay, parce que voilà, ils ont un petit morceau là et ils trouvent que, parce qu'au début effectivement le minerai c'était 2 fois plus, mais parce que le minerai était énorme et donc à quantité égale finalement le minerai rayonnait beaucoup moins, et donc une fois qu'ils ont isolé le polonium et qu'ils en ont réuni une quantité significative, il rayonne 400 fois plus par unité de masse que l'uranium. Sauf qu'en fait aujourd'hui on sait que le polonium rayonne environ 10 milliards de fois plus que l'uranium. Ce qui veut dire que dans l'échantillon auquel ils étaient arrivés à la fin, en fait, il y avait très très peu de polonium. Il y avait juste une quantité infime de polonium, mais suffisante pour qu'ils arrivent à l'identifier comme étant un nouveau composé chimique. Ok, mais, au cours, donc ça c'est en juillet 1898 qu'ils découvrent le polonium, et au cours de la séparation des différents éléments, etc., ils avaient trouvé un autre truc qui rayonnait encore plus que le polonium, a priori. Hein, donc toujours, encore une fois, altéré par le fait que c'est des minerais, donc c'est pas des matières pures, donc il peut y avoir des erreurs sur la captation des rayons, mais globalement ils s'étaient dit, ok, on a découvert le polonium, mais il y avait ce truc aussi là, tu te souviens, il y a 3 semaines quand on a séparé, à ce moment-là, il y avait un autre truc qui rayonnait, qui n'était pas le même. Bon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recommander du minerai, de la pêche blinde, et ils vont refaire la même chose. Et alors là, pareil, processus encore plus complexe parce que cette fois-ci, ils vont réunir des tonnes et des tonnes et des tonnes de pêche blinde pour réussir à isoler suffisamment ce matériau qui était en quantité infime dans le minerai. Et donc pour ça, ils vont être aidés notamment par un chimiste allemand, Wilhelm Holzwald. Et alors, juste, il faut imaginer, vous êtes un chimiste, voilà, vous faites vos expériences dans un laboratoire, et puis tout d'un coup, il y a un couple qui vous appelle pour dire « Attends, on aurait besoin de toi parce qu'on va essayer de trouver, en gros, une aiguille dans une botte de foin, quoi, hein, pour résumer. Et donc, vous arrivez, et là, vous arrivez là. Et là, vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et alors, je vous fais la citation de Oswald qui dit « Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru qu'on se moquait de moi. » Ouais, on peut le comprendre à la fois. Et donc finalement, tous ensemble, ils vont se mettre à l'œuvre et ils vont passer tout l'hiver, parce que donc, la livraison du pêche blinde arrive en novembre, et donc ils vont passer tout l'hiver sans chauffage à faire des séparations. Et finalement, ils vont arriver à la découverte du radium le 26 décembre. Vous faites quoi vous entre Noël et le jour de l'an ? Voilà, ils vont découvrir un nouvel élément encore, qui est le radium, et qui rayonne, encore une fois, 400 fois plus, pareil, que l'uranium. Et ils vont se dire, mais c'est voilà, formidable, nouvel élément de découvert. Et a posteriori, là, pareil, on sait que le radium rayonne, alors là, j'ai plus le chiffre en tête, mais rayonne beaucoup plus que ce qu'ils avaient estimé à l'époque, parce que, encore une fois, ce qu'ils avaient, en fait, c'était du sulfure de barium, la poudre qu'ils avaient à la fin, dans lequel il y avait 0,1% de radium. Donc en fait, le radium était présent en quantité infime. Et là, le problème, c'est qu'au vu du temps qu'ils avaient passé, vous imaginez, ils ont passé des mois à séparer des tonnes de minerais de pêche blinde pour arriver à 0,1% de radium dans l'échantillon. Donc là, ils se disent, ok, si on veut étudier ce radium d'un peu plus près, il va nous falloir passer à échelle industrielle, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Et c'est ce qui va se passer. Et ils vont parvenir finalement à réunir 0,1 g de chlorure de radium en 1902. Donc 3 ans plus tard, à force d'efforts,
et à échelle industrielle, avec un déploiement à échelle industrielle, ils vont finir par isoler 0,1 g de radium. Et l'avantage, c'est que 0,1 g de radium, c'est suffisant pour derrière trouver la masse qu'on appelle la masse atomique du radium. Et la masse atomique, ça nous permet de le classer dans, je ne sais pas si ça vous parle, le tableau de Mendeleïev, donc le tableau des éléments, tableau périodique des éléments. Pareil, là, il y aura peut-être un détour là-dessus à l'avenir. Mais globalement, Marie Curie a juste découvert pendant sa thèse 2 nouveaux éléments chimiques, quoi. Rien que ça. Bon. Alors, Marie Curie donc va préparer le rapport de thèse, la soutenance de thèse, etc. Elle va donc passer son oral de thèse et elle va le recevoir. Alors là, il n'y a pas de classement, hein, donc désolé, mais elle va avoir la mention très honorable. Ah oui, alors là, très honorable, quoi. Moi, j'approuve, hein, découvrir 2 éléments chimiques pendant une thèse, très honorable, pas de souci. Alors, sachant qu'évidemment, à l'époque, j'imagine que le très honorable devait ressembler à un félicitations démesurées actuelles ou congratulations avec reconnaissance éternelle, peut-être. Voilà. Donc, effectivement, le très honorable avait une sacrée valeur à l'époque. Bon. Ok. Alors, évidemment, là, tout le monde arrête de sourire. Parce que, deuxième interlude, et cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dans la physique. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce que je voulais, c'était raconter les découvertes au fur et à mesure, et avec le même point de vue que Marie Curie avait à l'époque. C'est-à-dire qu'elle, elle découvrait des choses au fur et à mesure, mais finalement, elle n'avait pas vraiment d'idée précise de ce que c'était ces rayons uraniques, et de ce qu'elle a appelé par la suite, elle-même, la radioactivité. En fait, elle l'a appelé comme ça, du moment qu'elle a vu que c'était pas propre à l'uranium, elle s'est mise à appeler ça la radioactivité. Bon, et donc elle savait pas trop en gros ce que c'était, et donc là maintenant ça va être le moment de nous plonger un petit peu, petite parenthèse sur, au fait, c'est quoi ces fameux rayons qu'elle observait depuis le début, quoi. Pourquoi est-ce que ces éléments émettaient quelque chose qu'elle était capable derrière de détecter, et pourquoi est-ce que finalement elle a fait tout ça, casser des minerais pour essayer de réunir des éléments, etc. Bon, alors je repars sur ma gamme, et ça me permet de dire, regardez, en fait, la radioactivité, c'est une onde qui est aussi placée sur le spectre, qui est là. Donc, effectivement, là, c'est la radiation gamma. Et vous allez voir, je vais y revenir par la suite. La radiation gamma est l'une des 3 désintégrations possibles. Alors, je vais faire ça vraiment très simple. La radioactivité, quand on parle de ça, on s'intéresse à des noyaux. Okay, donc, les noyaux, c'est ce qu'il y a au cœur des atomes. Et c'est là où est concentrée toute la masse de l'atome. Un atome, je ne vais pas m'étendre trop, mais un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, hein, qu'on peut voir comme des petites billes. C'est horrible de dire ça, c'est un affront, c'est pas du tout ça, mais bref. Pour aujourd'hui, ce sera des petites billes qui se baladent un petit peu autour, mais qui se baladent de manière très dispersée. C'est-à-dire que vous avez le noyau très massif au milieu et très petit, et après du vide avec quelques électrons qui se baladent. Okay, et le noyau, il contient 2 choses. Il contient des protons et des neutrons. Le proton, combien il y a de protons dans le noyau? Ça va définir à quel élément est-ce qu'on s'intéresse. C'est ce qui fait la différence entre les différents éléments, entre l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le bore, l'or, l'argent, tout ce que vous voulez. C'est combien il y a de protons dans le noyau. Et autour de ces protons, donc là mes protons c'est les billes rouges, et autour vous avez des neutrons, des billes bleues, et des neutrons pour le coup il peut y en avoir des variantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un noyau par exemple d'hélium, un noyau d'hélium ça a 2 protons, mais il peut y avoir 2 ou 3 ou 4 neutrons par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc c'est des atomes qui, en gros, des noyaux qui se ressemblent un peu, qui sont du même type d'hélium, mais qui sont plus ou moins cousins et qui ont quand même des petites différences de propriétés. Bref, c'est pas très important pour la suite. Tout ça pour dire que ce qu'on va s'intéresser avec la radioactivité, c'est comment est-ce que ces noyaux peuvent se désintégrer. Parce que oui, ces noyaux-là, ils peuvent se désintégrer, c'est-à-dire émettre d'autres composants. Et en particulier, il y a 3 types de désintégration. Le premier type, c'est la désintégration alpha, où là, on va émettre, en fait, si vous voulez, le noyau va se séparer en un autre noyau et une particule alpha qui contient 2 protons et 2 neutrons. Sauf que ces 2 protons et ces 2 neutrons, il va les perdre. Et donc, en fait, ça va donner un autre noyau qui sera plus du tout du même type, qui sera un autre élément chimique, et cette particule alpha-là qui sera mise à côté, qui sera rejetée à côté. Donc c'est un type de désintégration. Deuxième type, c'est la radioactivité bêta. Et là, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'émettre cette particule alpha avec 2 protons et 2 neutrons, on va émettre un électron et un antineutrino. Okay, ça, on s'en fout, c'est une particule quelconque. Okay, et donc, pareil, là, vous perdez un électron, donc le noyau change de type. Et ensuite, la dernière désintégration, c'est la désintégration gamma. Là, pour le coup, la désintégration gamma, ça va être une émission essentiellement d'énergie
sous forme de photons. Okay, donc le noyau il a une certaine énergie, donc il est très excité, et pour se désexciter, il balance des radiations gamma. Okay, tout ça pour dire que ces 3 désintégrations, quand vous avez un noyau qui se comporte comme ça et qui décide de se séparer de quelque chose d'un coup, soit une particule alpha, soit un électron, un antineutrino, soit un photon et donc de l'énergie, vous avez une radiation qui part, une onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique, bon ça je vous propose qu'on passe, parce que je l'ai un peu déjà dit, et cette onde électromagnétique, elle peut aller plus ou moins loin en fonction des types de radiation. C'est-à-dire qu'une radiation alpha, pour stopper une particule alpha, vous mettez une feuille de papier, la particule alpha s'arrête. Okay, une radiation bêta, vous mettez une feuille d'aluminium, la radiation s'arrête. Radiation gamma, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez juste la ralentir, l'atténuer avec des grandes épaisseurs de plomb, par exemple, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Et donc la radiation gamma, c'est la plus dangereuse pour la santé, justement à cause de ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs les déchets radioactifs provoquent autant de questions. Et donc, comment est-ce qu'on sait quelle désintégration va arriver? En fait, ça dépend des propriétés des noyaux. En fait, là, il y a une classification des noyaux, vous voyez qu'ils sont classés suivant le type de désintégration. En gros, suivant leur position sur mon graphique, là, ça va être plus du bêta, ou du alpha, ou du gamma. Bon, du gamma, c'est un peu tout le temps, en fait. Il y en a beaucoup qui vont faire des radiations gamma. Et donc, partant de là, comme j'ai dit qu'un noyau, il pouvait se séparer de quelques éléments, et puis devenir un autre noyau, se reséparer d'autres éléments, devenir un autre noyau, etc., vous pouvez faire des chaînes, en fait. Des désintégrations en chaîne. Et donc là, c'est exactement ce qu'il y a, et c'est des désintégrations en chaîne qui se produisent notamment à l'échelle naturelle, totalement naturelle. Et donc là, vous avez par exemple l'uranium qui va devenir du thorium via désintégration alpha, puis et ils arrivent finalement en plomb, le plomb qui est stable, qui ne se désintègre plus. Okay. Tout ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est que vous avez des atomes, des noyaux qui se désintègrent petit à petit. À chaque fois qu'ils se désintègrent, il y a une radiation qui part, et c'est ce fameux rayonnement que va observer Marie Curie, c'est ces fameux rayons uraniques et qui désormais qu'on appellera la radioactivité. Voilà ce que c'est. Et alors là, bon évidemment, là pour le coup je vais être assez schématique parce que ça appelle pas mal d'autres questions et notamment la question des doses de la radioactivité parce que c'est un secret pour personne que la radioactivité va causer quelques altérations au niveau de la santé. Et donc ici, vous avez un petit classement, en gros, pour comprendre un petit peu à quel point est-ce qu'on peut rencontrer la radioactivité au quotidien. Vous voyez qu'habiter à côté d'une centrale nucléaire, c'est vraiment négligeable, c'est rien du tout. Un vol en aller-retour Paris-New York, là, vous allez subir une dose un petit peu plus élevée. Ensuite, vous avez la moyenne de la France par an. Vous avez... ah oui, alors pardon, ça, c'est des doses ponctuelles, excusez-moi. Hop, les doses ponctuelles, donc on peut comparer radiographie dentaire, aller-retour Paris-New York, radiographie abdominale, scanner abdominopelvien, mission dans l'espace, où là on commence à avoir des doses qui sont élevées. Et ensuite au-dessus, vous avez les moyennes par an, et donc l'habitat à côté d'une centrale nucléaire qui est relativement négligeable. La dose moyenne en France ici, à peu près à la moitié. Le Brésil, vous voyez qu'on est quand même 2 fois plus que la France. Et le fumeur régulier qui se prend quand même une sacrée dose de radioactivité, mine de rien. C'est pas le premier risque auquel il s'expose, ça c'est clair, mais quand même. Et donc là, c'est exprimé pour vous dire un petit peu, pareil, c'est pas très important, mais c'est exprimé en oui, c'est ça, sieverts. En millisieverts. Et donc les sieverts, c'est quoi? Les sieverts, c'est la dose de radioactivité efficace, c'est-à-dire celle qui est captée par le corps, alors que la radioactivité va se mesurer à la base en becquerel, donc en référence à Henri Becquerel. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Okay, donc un noyau qui se désintègre une fois par seconde, c'est une radioactivité de 1 becquerel. Et ensuite, derrière, on le convertit en sieverts pour avoir les doses liées au corps humain. Tout ça pour dire que la radioactivité, c'est dangereux. La radioactivité, ça fait mal. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien judicieux de s'évertuer à rassembler des petites quantités, parce que si elles sont présentes en petites quantités, c'est peut-être pas pour rien dans la nature, quoi. Et là, d'essayer de couper des minerais pour en rassembler le plus possible, tout ça dans un hangar sans protection, peut-être que pour la suite, ça va avoir son importance. Bon, mais fin de l'interlude sur la radioactivité, vous avez, je pense, assez de billes comme ça. Et donc, on va passer à la dernière partie de notre biographie de Marie Curie, qui est la partie des combats. Alors maintenant, Marie Curie a fait un certain nombre de découvertes, toutes plus, j'ai envie de dire, toutes plus incroyables les unes que les autres, parce qu'elle a quand même fait une thèse dans laquelle elle a découvert 2 nouveaux éléments chimiques et un nouveau type d'onde électromagnétique qui est la radioactivité. Donc exceptionnel. Et maintenant, vient le temps de récolter un petit peu les fruits
de ce qu'elle a semé. Bon. Et on va parler pour ça d'un scientifique, d'un mathématicien suédois qui s'appelle Mita Gleifer. Alors, croyez-le ou non, lui c'est un gentil dans notre histoire. Hein. Ok ? Retenez-le, ça saute pas aux yeux, mais je vous assure. Et donc en fait, pendant que Marie Curie préparait sa soutenance de doctorat, donc en 1903, il se trouve que ce gars-là, mathématicien suédois, a envoyé une lettre à Pierre Curie pour lui dire « Hey, j'ai entendu des discussions à l'Académie Nobel et la question se pose de t'attribuer le prix Nobel en commun avec Henri Becquerel. » Alors là, Pierre Curie apprend ça et il se dit « Mais comment ça, quoi ? Comment ça, c'est moi et Henri Becquerel et moi qui allons recevoir un prix Nobel qui, en gros, a été très largement forgé, si ce n'est intégralement, mais bon, c'est faux, parce qu'en vrai, Becquerel et Pierre Curie ont quand même apporté leur contribution, mais en tout cas, dans lequel la place de Marie Curie ne peut pas être niée. Et donc là, c'est vraiment une question qui se pose à ce moment-là, et il ne sait pas quoi faire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement envoyer une lettre à Henri Poincaré, donc qui est directeur de l'Académie Nobel à ce moment-là, et il va lui envoyer cette lettre-là. Alors je vous la lis parce qu'elle est assez éloquente. J'ai appris qu'il était question de nous proposer, M. Becquerel et moi, pour le prix Nobel pour l'ensemble des recherches sur la radioactivité et que vous vouliez bien vous occuper de cette question. Ce serait pour moi un très grand honneur, toutefois je désirerais beaucoup partager cet honneur avec Madame Curie, que nous soyons considérés ici comme solidaires, de même que nous l'avons été dans nos travaux. Madame Curie a étudié les propriétés radioactives des sels d'uranium et de thorium et des minéraux radioactifs. C'est elle qui a eu le courage d'entreprendre la recherche chimique des éléments nouveaux. Elle qui a fait tous les fractionnements nécessaires pour la séparation du radium et déterminer le poids atomique de ce métal. Enfin, elle a contribué pour sa part à l'étude des rayons et à la découverte de la radioactivité induite. Il me semble que si nous n'étions pas considérés comme solidaires dans le cas actuel, ce serait déclarer en quelque sorte qu'elle a seulement rempli le rôle de préparateur, ce qui serait inexact. Donc Pierre Curie montre clairement son désaccord et sa désapprobation. Alors ça se voit un peu moins parce qu'évidemment c'est très policé, c'est le monde académique dans toute sa splendeur. Mais en gros il dit qu'il est vraiment pas content parce que Marie Curie n'est pas proposée à ses côtés, ce qui est effectivement caduc. Et donc ce qui va se passer, c'est que Henri Poincaré va pas trop répondre, va pas trop réagir. Et c'est finalement le Suédois qu'on a vu avant, Magnus Mittag-Leffler, qui lui va insister auprès d'Henri Poincaré et va même se moquer de lui un peu pour lui faire comprendre à quel point c'est pitoyable ce qu'il a proposé dans quelques lettres. Et finalement, Henri Poincaré va revenir sur sa décision et le prix Nobel 1903 sera décerné à Pierre et Marie Curie et Henri Becquerel. Henri Becquerel pour la découverte des rayons uraniques et Pierre et Marie Curie pour les travaux et l'approfondissement de cette découverte par la suite. Et donc en 1903, alors c'est là que on commence à rentrer plus que dans la science, dans les petits conflits intérieurs du monde scientifique, c'est que Pierre et Marie Curie, ils vont prétexter une maladie pour ne pas y aller. Alors, a priori, ce serait ça, hein, la version historique officielle, ce serait qu'ils ont prétexté une maladie, mais qu'en vrai, ils voulaient surtout ne pas y aller parce qu'ils n'avaient pas envie de rencontrer Henri Poincaré et Henri Becquerel aussi, hein, parce que les deux étaient en plus très copains, donc ce qui d'ailleurs aurait pu expliquer le fait que Poincaré veuille que tout le mérite rejaillisse sur son pote Henri Becquerel. Et donc, ils ne vont pas y aller. Ils vont y aller que 2 ans plus tard, à Stockholm, en 1905, pour chercher leur prix Nobel. Donc voilà, ça montre déjà un peu qu'ils sont obligés de faire des contorsions pour arriver à amener la réussite de Marie dans ce monde scientifique qui est relativement fermé. Hein. Voilà. Et ensuite, Marie Curie va avoir une période où elle va être récompensée. Elle va avoir la médaille Davy en 1903, la médaille Matteucci en 1904, qui est à l'écran, donc plein de prix scientifiques prestigieux. Et elle va d'ailleurs aussi enfanter sa deuxième fille, Ève, en 1904. Bon. Tout allait bien à ce moment-là, sauf qu'en 1906, Pierre Curie va disparaître dans un accident de voiture à cheval. Et là, Marie Curie, ça va être une disparition dont elle va jamais se remettre en réalité. Parce que c'est à la fois la perte de son mari, mais de son plus grand complice scientifique avec lequel elle a vécu tant de choses et tant de souvenirs, j'imagine, dans ce hangar, à essayer de justement séparer des minerais pour identifier les différents éléments radioactifs. Et bon, dans son malheur, elle va quand même récupérer le poste de son mari à la Sorbonne,
enfin d'abord dans l'école où enseignait son mari en 1906, puis elle va être la première femme titulaire d'une chaire à la Sorbonne en 1908. Donc on pourrait se dire que la reconnaissance commence à venir. En 1910, elle échoue à 2 voix pour être élue à l'Académie des sciences. Bon là pareil, on pourra se demander qui a pu interférer dans le vote. Même si la personne qui a été élue, je ne me rappelle plus son nom, mais bref, j'avais aussi vérifié pour potentiellement faire une blague, mais non, il n'y a pas de blague à faire, il était très doué aussi, donc pas de problème. Et donc Marie Curie va être invitée au premier congrès Solvay en 1911. Alors là, pour ceux qui ont quelques références en non scientifiques, vous avez Nernst ici, vous avez Planck ici, vous avez Solvay ici, Rutherford, Einstein, Marie Curie qui discute avec Henri Poincaré, ici vous avez Paul Langevin. Donc, en gros, pour ceux à qui ces noms ne disent pas grand-chose, dites-vous qu'il y a peut-être plus de matière grise sur cette photo que hors de cette photo, dans tout le reste du monde, quoi, grosso modo. Voilà. Moi, imaginez juste arriver à ce dîner en disant « Hé les gars, j'ai une énigme !» Voilà. Bon, je pense que vous avez une réaction assez immédiate. Et donc, ce congrès-là, il se déroule début novembre. Et le jour où se termine le congrès, le 4 novembre, va éclater ce qu'on appelle l'affaire Langevin. Alors, qu'est-ce que c'est l'affaire Langevin? C'est que les journaux publient le fait que Marie Curie a eu une relation extra-conjugale, donc pour Paul Langevin qui lui était marié, bon, elle était veuve depuis maintenant 6 ans, et donc, voilà, c'est les gros titres qu'on peut lire à l'époque. Donc, regarde, vous vous rendez compte quand même, le cœur d'une femme a des aspirations que la science ne suffit pas à satisfaire. Pas mal quand même, hein, les journalistes, ils n'avaient pas froid aux yeux. Hein. Voilà, donc, et l'affaire Langevin va faire énormément de bruit. On a même des journaux qui vont titrer une Polonaise vient rompre un bon ménage français, enfin des choses comme ça, des choses horribles, sordides. Le vent va finalement assez rapidement tourner en faveur de Marie Curie, puisque dans la foulée, le 7 novembre, donc tout ça se passe très très vite, elle va être nommée pour le prix Nobel de chimie en 1911 par Svante Arrhenius, qui est un très grand chimiste. Sauf que Svante Arrhenius, il a quand même, décidément, il a quand même un petit peu peur de tout ça, parce que tout le monde parle et ça commence à retomber sur lui, de dire « Mais attends, tu nommes une dame qui, malgré toutes ses découvertes scientifiques, a une vertu un petit peu légère. » Voilà, donc c'est ce qu'on va lui dire, c'est la pression qu'on va lui mettre, et donc lui, finalement, il va envoyer un courrier à Marie Curie pour lui dire « Alors, je t'ai nommé, mais si tu pouvais ne pas trop le dire et ne pas venir le récupérer, ton prix, ce serait mieux. » Voilà, je vous fais une synthèse de la lettre, en gros, c'est très bien écrit hein, par ailleurs, mais c'est le résumé de la lettre. Et donc Marie Curie va répondre, parce que derrière, encore une fois conseillé par le mathématicien suédois de tout à l'heure, Mita Gleifer, qui va lui dire non, 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 il n'y a pas de raison, tu peux aller le chercher, etc. Et finalement, elle va répondre une lettre pareille éloquente à Svante Arrhenius, et elle va lui dire, là c'est un extrait de la lettre, elle dit « Je ne puis accepter de poser en principe que l'appréciation de la valeur d'un travail scientifique puisse être influencée par des diffamations et des calomnies concernant la vie privée. Je suis convaincu que cette opinion serait partagée par beaucoup d'autres personnes. Je suis très peiné que vous ne soyez pas vous-même de cet avis. » Voilà, donc Svante Arrhenius, hop là, ça l'a peut-être remis un petit peu à sa place, et Marie Curie va aller, comme les autres, le 10 décembre 1911, à la restitution des prix Nobel, et elle va même participer au banquet d'après, et elle va même donner un discours devant une assemblée de femmes de sciences suédoises, et donc elle va être tout un symbole à partir de ce moment-là. Et là, on arrive à un point, à l'acmé de notre histoire, où Marie Curie, ça y est, elle a eu son 2e prix Nobel, donc elle devient la première femme à en avoir eu non seulement 1, mais maintenant 2, et la seule personne, et encore aujourd'hui, à en avoir 2 dans 2 disciplines différentes. Voilà. Et on est à l'acmé de l'histoire. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que derrière, Marie Curie, elle va un peu se désintéresser du monde scientifique. Pas de l'objet scientifique, du monde scientifique. C'est-à-dire qu'on va derrière la solliciter pour qu'elle propose des noms au prix Nobel, etc. Elle en a un peu marre, elle veut plus entendre parler de tout ça, elle a tellement lutté, elle s'est tellement rendue compte à quel point les ficelles étaient un peu viciées et à quel point est-ce que toutes ces personnes œuvraient pour autre chose finalement que juste les découvertes en elles-mêmes, qu'elle va vraiment ne plus trop répondre à ses collègues qui vont lui demander des choses, ne plus trop participer aux événements, au congrès, et elle va plutôt, elle, se recentrer sur ses propres activités. Et elle va notamment créer l'Institut du Radium,
qui derrière sera rebaptisé l'Institut Curie en sa mémoire. Et donc là, d'ailleurs, elle va le fonder en fait à la fin de sa thèse, hein, l'Institut du radium. Et cet Institut du radium a pour vocation de faire des recherches sur le radium et son utilité potentielle en fait, parce qu'on a découvert un nouvel élément, mais on ne sait pas trop à quoi il pourrait nous servir. Et donc, on comprend assez vite que le radium pourrait avoir des propriétés intéressantes pour compléter les radiographies et pour traiter aussi tout ce qui est tumeurs cancéreuses, etc. Et donc, cet Institut Curie va perdurer. Et Marie Curie va également jouer un rôle prépondérant dans la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle les petites curies. Les petites curies qui sont des véhicules très agiles qui vont pouvoir aller au plus proche du champ de bataille, de la ligne de front, pour secourir les soldats qui sont en état de blessure très grave, et donc ils sont équipés de scanners, d'appareils de radio, etc., pour permettre de détecter les morceaux d'obus où il faut aller directement les repérer, les récupérer. Donc voilà, donc ça va être un outil qui va faire gagner énormément de temps aux secours médicaux pendant la Première Guerre mondiale, et qui est donc, dont Marie Curie est à l'origine. Et puis aujourd'hui, on a toujours la curithérapie, la curithérapie qui consiste à traiter des tumeurs cancéreuses donc, avec des substances très radioactives comme l'iridium par exemple. On va implanter de l'iridium proche de la tumeur cancéreuse et ça va permettre de la neutraliser, alors avec des effets évidemment secondaires qui ne sont pas négligeables, mais permettant d'évacuer des tumeurs qui sont des dangers évidents. Et malheureusement, c'est là que ça va commencer à aller de mal en pis parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie Curie, elle a fait quelque chose qui en fait personne n'a jamais fait, c'est-à-dire elle s'est volontairement exposée à des doses radioactives qui ne sont pas présentes dans la nature. Dans la nature, les composants radioactifs sont disséminés un peu partout dans la croûte terrestre. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des minerais partout pour les récupérer et les réunir. Et donc elle s'est exposée à des rayons très violents, à des rayons que personne d'autre n'a subi à cette époque-là, et sans protection, parce qu'elle ne savait pas à quel point ces rayons étaient dangereux. Et donc finalement, à partir de 1920, elle va commencer à avoir des conséquences négatives, et la maladie, ce qu'on appelle la maladie des rayons. Et elle va continuer quand même à rester à son poste de directrice de l'Institut Curie. Institut Curie qui d'ailleurs, pour revenir à la place des femmes dans le monde scientifique, va propulser énormément de femmes en leur permettant d'œuvrer dans la recherche autour du radium et de la radiographie et des secours médicaux en ce sens. Et donc Marie Curie, en 1934, elle va rentrer dans un sanatorium pour être soignée et elle va décéder assez vite. Et Marie Curie, donc elle va être enterrée dans un premier temps aux côtés de son mari dans le cimetière de Sceaux, et elle va être transférée d'ailleurs au Panthéon en 1995, et aujourd'hui, la tombe des Curie repose au Panthéon, et je pense que c'est amplement mérité, c'est amplement mérité en fait. Et juste pour l'anecdote, parce qu'il y a aussi une anecdote qui tourne autour du cercueil de Marie et Pierre Curie, qui serait en plomb. Et en fait, effectivement, visiblement, c'est la réalité, c'est-à-dire que quand on a voulu les panthéoniser, qu'on est allé les chercher dans le cimetière de Sceaux, on n'avait pas trop d'idées de ce qu'on allait retrouver, et on a retrouvé un cercueil avec 3 épaisseurs, donc une épaisseur de bois, une épaisseur de plomb au milieu, et une autre épaisseur de bois, pour éviter d'avoir des radiations auprès des corps d'à côté. Et on s'est rendu compte aussi que les rayons gamma avaient paradoxalement préservé le corps de Marie Curie, qui, quand on l'a récupéré pour la panthéoniser, était presque intact en fait. Et donc aujourd'hui, alors à l'époque on n'était pas convaincu de l'utilité de garder un cercueil en plomb, mais pour le symbole, a priori, il semblerait qu'ils aient refait un cercueil en plomb pour le mettre au Panthéon. Donc il est possible, là ça tient un peu plus de la rumeur, mais au Panthéon il semblerait que toujours il y ait cette épaisseur de plomb autour du corps de Marie Curie. Alors juste soit dit en passant, effectivement c'est plus symbolique qu'autre chose, parce que malgré toute l'absorption de ces rayons, le corps de Marie Curie est très peu radioactif en vrai, donc le risque est mineur. Bon. Alors là on arrive à la conclusion de notre histoire, et cette histoire elle est belle pourquoi? Parce que Marie Curie a véritablement ouvert la voie, et moi j'adore cette histoire de Marie Curie parce que, en fait, Marie Curie, j'avais noté au début, quand j'écrivais la première version, j'avais noté qu'elle avait été finalement la première des figures féministes. Mais en vrai, j'ai même pas envie de dire ça parce que c'est un terme qu'elle a elle-même jamais utilisé, et finalement Marie Curie a beaucoup plus agi qu'elle n'a parlé. Et c'est ça qui est beau, parce que Marie Curie, elle a fait
tout son parcours. Alors derrière, ces deux filles, Ève et Irène, se sont emparées de son parcours pour derrière faire valoir un petit peu la place des femmes, questionner sur la place des femmes dans la société et en particulier dans le monde des sciences. Mais elle a agi, et c'est ça qui est véritablement beau et porteur de sens, c'est que elle a, en plus de mener son combat sur l'objet d'étude, dû mener son combat pour sa reconnaissance auprès de ses pairs, et c'est pour ça qu'on la retient dans l'histoire. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est respect Marie Curie, quoi. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que depuis le début d'Asymposium, j'arrête pas de dire que ce que je trouve intéressant avec les sciences, c'est qu'elles nous permettent d'avoir une fenêtre sur le monde, de mieux comprendre ce qui nous entoure et du coup de ne pas avoir peur finalement de ce qui nous entoure parce qu'on a peur que de ce qu'on ne comprend pas finalement. Et alors là, ce qui est génial, c'est que l'une des citations les plus célèbres de Marie Curie, et donc je lui laisserai le mot de la fin, c'est « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Respect et merci Madame Curie ».